Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Les titres de ce mardi 19 septembre. La 72e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte hier lundi à New York. Le président Alassane Ouattara y a pris part et les débats se sont ouverts ce mardi. Un incendie a ravagé le grand marché de la commune d'Abobo dans la nuit de dimanche. Le Premier ministre était sur place aujourd'hui pour apporter le soutien et la compassion de l'État aux commerçants sinistrés. Une mission d'évaluation du Fonds monétaire international est en ce moment sur le sol ivoirien. Lancée ce mardi par le ministre de l'Économie et des Finances, elle doit évaluer les performances du pays d'ici à fin juin 2017. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'est enfin exprimée sur l'exode des Rohingyas. Elle a condamné ce mardi toutes les violations des droits de l'homme et a promis que les auteurs d'exactions seraient traduits en justice. Bienvenue dans le 20h. Ouverture hier lundi de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le président Alassane Ouattara y a pris part à New York. Le débat s'est ouvert ce mardi, occasion pour les chefs d'État de se réunir pour discuter des enjeux mondiaux. En marge de cette assemblée de l'ONU, le président était au sommet Japon, pays africain, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que la lutte contre le terrorisme, étaient au cœur des débats. Awa Touré. Initiative du Premier ministre japonais Shinzo Abe, le sommet Japon, pays africain non membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est penché sur plusieurs questions liées notamment au renforcement de la coopération entre le Japon et le continent africain, la sécurité et la réforme de l'Organisation des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée équatoriale et la Guinée qui assure la présidence de l'Union africaine ont par la voix du Premier ministre éthiopien exprimé leur solidarité et leur soutien au Japon face aux menaces que la Corée du Nord fait peser sur sa sécurité, avant de réitérer la volonté des dirigeants africains à renforcer et diversifier les relations de coopération avec le Japon. Le Premier ministre japonais a pour sa part invité les pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité, à conjuguer leurs efforts dans le cadre de la réforme de l'ONU pour que le Japon et l'Afrique obtiennent des sièges de membres permanents du Conseil de sécurité. À l'issue des travaux, le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux d'avoir porté la voix de la Côte d'Ivoire à cette tribune. Nous avons bien sûr parlé de coopération bilatérale, mais surtout de lutte contre le terrorisme. Nous avons tous demandé que le Japon apporte son appui, non seulement au renforcement de la résolution concernant la lutte dans le Sahel, mais également du financement. Le financement bilatéral, le financement multilatéral, car c'est important que les pays du Sahel aient les financements nécessaires. En plus de cela, nous avons parlé de la menace concernant la Corée du Nord et qu'il était important que des sanctions soient prises. Nous sommes le pays du président Félix Houphouët-Boigny. Nous voulons qu'il y ait d'abord le dialogue et que tous les pays du Conseil de sécurité soient associés à ce travail. La Côte d'Ivoire, élue le 2 juin 2017 pour la 3e fois membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, va siéger pour la période 2018 à 2019 avec un autre pays africain, la Guinée équatoriale. En marge de la cérémonie d'ouverture du débat, le président Alassane Ouattara a échangé avec le président du Conseil européen, Donald Tusk. Ils ont parlé de l'organisation pratique du sommet Afrique-Union européenne. Il doit se tenir les 28 et 29 novembre 2017, ici à Abidjan. Le Premier ministre ivoirien s'est rendu aujourd'hui au marché de la commune d'Abobo, zone nord d'Abidjan. Au nom du chef de l'État, Amadou Gon Coulibaly a laissé une enveloppe de 30 millions de nos francs aux commerçants sinistrés. Après l'incendie qui a ravagé le marché dans la nuit de dimanche, il était aussi porteur d'un message de compassion au nom du gouvernement et du pays tout entier. Herman Kivé. Voici tout ce qui reste
du marché central d'Abobo, 24 heures après le passage du feu. Des débris encore fumants, des légumes lessivés par les flammes, de la cendre en abondance, de la toiture et des bâtiments rongés par la virulence du feu. C'est ce paysage de désolation qui s'offre au regard du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de la délégation qui l'accompagne. Les flammes n'ont pas marchandé avec les lieux, elles ont tout emporté sur leur passage. Sur les vestiges de ce qui tenait lieu de marché central de la commune d'Abobo, la visite du Premier ministre se poursuit. Les regards des commerçants en disent long sur la valeur du préjudice subi. Plusieurs mois d'économie partis en fumée, avec comme verdict un sentiment d'impuissance. Des victimes qui ont besoin d'aide et d'assistance. Je suis donc ici au nom du président de la République et au nom du gouvernement pour venir donc témoigner notre solidarité donc à toutes les commerçantes et à tous les commerçants d'Abobo, leur dire que le gouvernement donc est à leur côté et que cette situation, nous en mesurons donc clairement donc l'ampleur. C'est une question d'urgence à laquelle nous allons faire face. C'est une restructuration donc complète donc du marché qu'il faudra réaliser et on verra donc avec les services techniques et le ministère du Commerce donc de manière précise quelle est la nature des travaux à faire. Mais en visitant, on sent que même la structure donc, qui a été l'objet d'agressions fortes par les flammes est une structure aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir donc dans le temps. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ensuite échangé avec les commerçants sinistrés au centre culturel de la commune, félicitant toutes les forces de sécurité dont les contributions ont permis de venir à bout des flammes. Il a assuré qu'une somme de dispositions seront prises pour désengorger le marché central et éviter les risques d'incendie. Après quoi, Amadou Gon Coulibaly a fait cette annonce. Cela fait trop de marchés qui brûlent dans notre pays, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Il est important que le ministère du Commerce et les différentes communes de notre pays se penchent sur cette question. Nous devons nous-mêmes faire preuve de plus en plus d'efficacité, de discipline, pour que nos marchés soient structurés de telle sorte que les activités puissent être menées en toute sécurité. Ceux qui devront être recasés après la réhabilitation et qui étaient initialement présents sur ce marché, mais le seront gratuitement. La somme de 30 millions de francs CFA, don de compassion du chef de l'État, Alassane Ouattara, a été offert aux commerçants sinistrés. Construit en 1986 pour 1500 places, 6000 personnes occupent ce marché. 2000 parmi elles ont été directement touchées par le sinistre. Une délégation du Fonds monétaire international FMI séjourne en Côte d'Ivoire. C'est une mission d'évaluation des performances du pays à la fin juin 2017. Elle a été lancée ce mardi par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Jacques Kwame. Cette mission du Fonds monétaire international FMI s'inscrit dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier période 2016-2019. Objectif, accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement. Cette mission fait suite à la première du 22 mars au 6 avril 2017. Selon le ministre de l'Économie et des Finances et le chef de mission du FMI, la mission va passer en revue les différents critères de performance définis conjointement au regard des évolutions de l'économie ivoirienne. Il s'agira pour les deux parties d'échanger essentiellement sur les points ci-après. Le cadrage macroéconomique avec la nécessité d'arrêter un taux de croissance conscientiel pour 2017 et à moyen terme. 2. Le cadrage budgétaire, notamment l'impact des revendications sociales et la maîtrise des risques budgétaires liés au partenariat public-privé. 3. La surveillance de l'endettement et plus principalement la dette des entreprises publiques. 4. La question de l'équilibre financier du secteur de l'énergie. Et enfin, la stabilité du système financier. Sur chacun de ces points, les propositions de l'État de Côte d'Ivoire ont déjà été transmises à l'équipe du FMI et pourront être améliorées lors des séances de travail. Pour rappel, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé en décembre 2016 deux accords au titre de la facilité élargie des crédits et le mécanisme élargi des crédits en faveur de la Côte d'Ivoire.
montant environ 329 milliards de francs CFA. Poursuivons ce journal par un communiqué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement d'élèves sous-officiers de police à session 2017 que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 dans les centres suivants. École régionale de Trècheville, groupe scolaire avenue 8 face au lycée moderne de Trècheville et École nationale de police. Les repartitions dans les centres peuvent être consultées à l'École nationale de police à partir du mercredi 20 septembre 2017. Par ailleurs, les candidats devront se munir de leur carte ou attestation d'identité et de la quittance de l'inscription. Les téléphones portables sont strictement interdits dans les centres. Dans le domaine de l'éducation, les comités de gestion des établissements scolaires sont au cœur d'une polémique ces derniers jours. Ils assurent de leur côté que les cotisations levées servent au bon fonctionnement des écoles. Ils lèvent le voile sur l'usage de cet argent. L'Assemblée générale, organe suprême et délibératif du COJES, décide des mécanismes de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières, fixe les montants des cotisations exceptionnelles. Ces levées de cotisations servent à la réalisation des activités telles que définies par l'article 3, d'aider à l'entretien des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine, d'apporter un appui aux activités pédagogiques et de la vie scolaire, de recouvrer et de gérer toutes les ressources financières de l'établissement, autres que le budget de l'État, de construction de latrines, de payer le personnel d'appoint, de réaliser des activités génératrices de revenus, d'améliorer les résultats scolaires de nos élèves, pour ne citer que cela. Ces levées de cotisations servent bel et bien au bon fonctionnement de nos écoles. C'est pourquoi nous, coordination, dénonçons ces allégations mensongères de cotisations excessives et condamnons avec vigueur les actes de violence perpétrés dans nos établissements. Abidjan abrite ce mardi la 3e réunion panafricaine du groupe technique spécialisé en matière de statistiques du commerce extérieur. Une soixantaine d'experts des instituts nationaux de statistiques et des administrations douanières participent aux assises. Il est question de mettre en place un plan d'action sur 5 années pour la collecte et la production de données statistiques sur le commerce extérieur en Afrique. Lansine Bakayoko. Les statistiques constituent un outil essentiel pour une planification cohérente du développement. Elles fournissent aux décideurs des informations pertinentes nécessaires à la prise de décision. Malgré l'importance des statistiques, le constat reste amer pour le continent africain. En effet, l'analyse des flux commerciaux de la plupart des pays africains permet de comprendre que les statistiques sont soit inexistantes, rares ou peu fiables. Cette situation cause de nombreuses difficultés dans le suivi de la mise en œuvre des différentes politiques publiques et même dans l'orientation de la politique économique. Le problème, la Banque africaine de développement l'a identifié. Les données du commerce extérieur sont devenues tellement massives que nos serveurs traditionnels ne peuvent plus les contenir. Leur capacité est parfois dépassée et nous évoluons de plus en plus vers un stockage dans les nuages. Des problèmes logistiques qui appellent évidemment des financements importants. Face aux enjeux, l'Union africaine entend prendre les devants. L'Union africaine a décidé de donner à l'Afrique toute sa souveraineté en matière statistique. Dans cette perspective, elle est actuellement en train de doter le continent africain de StatAfrique, à l'instar d'Eurostat en Europe, et d'un centre panafricain de formation en statistique. Avec tous ces projets, la Côte d'Ivoire espère améliorer ses performances en matière de production statistique. À fin 2016,
Les exportations ivoiriennes vers le reste du monde s'élevaient à 6 404 milliards. Quant aux importations, elles se sont établies à 5 088 milliards de francs CFA. Pour l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable, la société civile ivoirienne entend sensibiliser pour un changement de mentalité. Il est surtout question de réduire les inégalités sociales. Fidèle Aigné et Serge Coléa. Réduire les inégalités entre les couches sociales dans les pays et permettre à tous d'avoir accès à des soins et à une éducation de qualité. Ce sont là quelques objectifs du programme universel de développement baptisé ODD. Les ODD, entendez, Objectifs du développement durable, remplacent les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. La plateforme de la société ivoirienne pour les ODD en Côte d'Ivoire, dirigée par Rachel Gougoua, entend être un acteur majeur dans la mise en œuvre de ces objectifs. Il s'agit de sensibiliser la population pour un changement de mentalité. Dans les rues d'Abidjan, les gens qui descendent de grosses Mercedes, qui sont en costume, on les voit dans les rues aux abords en train de faire des pipis. Ce qui n'est pas un bon spectacle pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Les acteurs de la société civile peuvent mener des campagnes de sensibilisation et faire en sorte que les gens arrêtent de faire ces choses-là. La question des ODD, pour les atteindre, il faut forcément travailler en réseau. Parce que nous avons un lien que nous faisons, par exemple, entre l'accès à l'énergie durable et l'éducation. Toutes ces activités-là, au sein d'une plateforme, nous amènent à trouver une opportunité pour présenter des résultats concrets au nom de la société civile au gouvernement qui va donc les analyser et les proposer. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable salue l'initiative et accompagne la société civile. La société civile a une place importante dans la mise en œuvre du développement durable, dans la mise en œuvre des ODD. D'abord, c'est la société civile qui mène toutes les bonnes actions de sensibilisation, de mobilisation de la population, d'information. Ça, c'est déjà un point important. La société civile aussi mène certaines activités concrètes sur le terrain pour la mise en œuvre d'objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable visent à limiter toutes les formes de violence et d'inégalité. La société civile appréhende mieux les besoins des populations et veut contribuer à faire changer les choses. La 30e journée internationale de la protection de la couche d'ozone, c'était le 16 septembre dernier. Une date commémorée ici en Côte d'Ivoire. Les spécialistes ont fait un point des efforts fournis pour la protection de la couche d'ozone. Grâce Kando. La couche d'ozone est une partie de l'atmosphère qui permet l'existence de l'homme sur la Terre. La couche d'ozone s'étend du 11e au 50e kilomètre au-dessus de nos têtes. Son rôle, c'est en fait un bouclier pour la Terre contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. Donc c'est grâce à cette couche que la vie sur Terre est possible. Le 30e anniversaire de la célébration de la protection de la couche d'ozone est l'occasion pour les spécialistes de sensibiliser sur les bonnes pratiques de réfrigération et de climatisation, d'où cet exposé des appareils qui respectent les normes environnementales. Nous utilisons ici le fréon R410 qui participe à la protection de la couche d'ozone, contrairement au gaz qu'on appelle communément le R22 qui n'est plus d'actualité. Le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone a permis au cours de ces 3 dernières décennies d'obtenir de bons résultats. Plus de 99% des substances appauvrissant la couche d'ozone sont déjà éliminés et le trou dans la couche d'ozone a diminué d'une superficie équivalente à celle de l'Inde, empêchant ainsi des dommages massifs à la santé humaine et à l'environnement. Jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau et de la cataracte sont évités tous les ans. Le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses actions de protection de la couche d'ozone. Il envisage d'implanter un centre de froid dans la commune de Koumassi. Les acteurs des domaines douaniers et fonciers ont tenu la toute première édition de la conférence des conservateurs. La question au cœur de la rencontre, quelle stratégie pour améliorer les performances des services des conservations, de la propriété foncière et des hypothèques? Fidèle Aigné et Astou Touré.
Modernisation des services des conservations de la propriété foncière et des hypothèques. Le sujet a réuni les acteurs du domaine à Grand-Bassam à l'occasion de la première édition de la conférence des conservateurs. Un secteur dont la mission est de collecter, préserver et sécuriser les droits fonciers. Nos services de la conservation foncière et de la propriété des hypothèques sont un peu en retard par rapport aux nouvelles technologies. Il est donc question, à l'occasion de ce séminaire-là, d'engager la réflexion pour voir dans quelle mesure nous pouvons donc moderniser très rapidement ces services-là en les envoyant sur la voie d'abord des technologies de l'information, mais également par la dématérialisation des actes que les conservateurs auront donc à produire. Lorsque vous avez besoin d'un document de la conservation foncière, vous pouvez le tirer en ligne avec toutes les certifications nécessaires. Les difficultés liées au fonctionnement des services de la conservation de la propriété foncière ainsi que les enjeux ont été évoqués au cours de cette rencontre. Nous ne pouvons pas ignorer notre part des responsabilités dans quelques problèmes qui surgissent. Alors nous allons faire en sorte que, pour notre part, les problèmes qui sont liés aux activités de conservation foncière soient aplanis. C'est de faire que nos prestations soient des prestations de qualité et de telle sorte que nous puissions sécuriser les droits réels immobiliers. Les résultats et les recommandations de ces réflexions permettront d'améliorer les performances des services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, forme les responsables du secteur public sur le traitement des données à caractère personnel. Il s'agit de leur permettre de maîtriser la loi sur la sécurisation de ces données. Godefroy Okambawa et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire a adopté depuis 2013 une loi relative à la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, s'assure de son application. Et il s'agit de sensibiliser les responsables en charge du traitement des données personnelles de l'administration publique à se conformer à cette exigence. L'administration manipule beaucoup les données. Lorsque vous allez par exemple à un état civil, on vous demande un certain nombre d'informations. On peut les utiliser dans les réseaux sociaux. On peut les utiliser dans l'informatique, dans l'Internet, alors qu'en fait, celui qui a donné l'autorisation, c'est l'autorité de protection. Est-ce que ces personnes-là, ces entreprises-là ou cette administration en a vraiment eu l'autorisation de l'autorité de protection? Je peux vous dire oui et non. Si c'est non, alors ce serait une faute. Si c'est oui, c'est que l'autorité de protection a donné son accord. Les gens ont tendance à être sceptiques parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va faire de leurs données. Et c'est important de leur dire que les données recensées justement par l'administration publique sont utilisées à bon escient et puis tout se fait justement dans le but de protéger les informations que les administrations reçoivent. L'administration ivoirienne se modernise, mais il faut également faire face au problème des cyberattaques. Cette rencontre a été également une plateforme d'échange et de partage d'expériences pour les panélistes venus des ministères, de l'administration publique et des collectivités territoriales. Lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, la France, deuxième contributeur mondial, va augmenter sa contribution financière. Les instances de coordination nationale de 22 pays sont réunies ici à Abidjan. Serge Colléa. Le gouvernement français le soin de rappeler les engagements financiers de la France. Pour la période 2017-2022, la contribution financière de la France dans la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose va s'accroître. Cette majoration de la contribution financière a été portée à la connaissance des ICN, les instances de coordination nationale venues de 22 pays d'Afrique francophone pour prendre part à cette réunion ici à Abidjan. Il s'agit pour Initiative 5%, contribution indirecte de la France au Fonds mondial, de rendre plus efficaces ces gestionnaires des fonds alloués à la lutte contre ces trois pandémies. Les 5%, par décision du gouvernement français, vont passer à 7%. La France maintient son engagement historique d'être le deuxième contributeur et en même temps a décidé d'accroître ce pourcentage en distinguant que depuis 2002 que le Fonds mondial existe, il faut encore contribuer à renforcer plus et plus les capacités
et l'expertise. Les 5% mis à la disposition des gestionnaires par le Fonds mondial et les partenaires vont passer à 7%, soit de 12 milliards à 16 milliards de francs CFA. Une décision qui devrait améliorer la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose et surtout renforcer le système de santé dans les pays francophones. Pour nous, c'est très important. Nous pourrons alimenter aussi des stratégies certainement du Fonds mondial qui seront adoptées parce qu'il y a eu un renouvellement de stratégie et nous voulons que ces instances à Genève prennent en compte la réalité, les besoins qui sont identifiés au niveau des pays. Cet atelier régional initié par le Fonds mondial et l'initiative 5% est une première depuis 10 ans. Il a duré 4 jours et il a permis aux ICN de revoir leurs méthodes pour répondre à la nouvelle stratégie du Fonds mondial. Direction maintenant Kouto pour la remise d'arrêté au nouveau chef de village de Zaguinasso. Charles Tatou. Zaguinasso, dans le département de Kouto, avec une population estimée à plus de 6000 âmes, ce village a fière allure. Connecté au réseau national électrique, Zaguinasso est doté de 3 établissements primaires, d'un château d'eau et d'un centre de santé. Ces infrastructures de base le mettent dans les conditions de commodité pareilles à certaines villes. Le succès de tous ces acquis provient du dynamisme de la mutuelle de développement, surtout de la conduite éclairée du chef de village qui a su coordonner les actions de développement des cadres. Mais durant ces 2 dernières années, le village a fonctionné sans tête, frappé par le décès de son chef. Le vide vient d'être comblé avec la désignation du successeur, en la personne de Konaté Nyanougo. Les autorités administratives et les cadres avec à leur tête Bruno Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, tous à Zaguinasso. Objectif, entériner la désignation faite et reconnaître le pouvoir traditionnel du nouveau chef par la remise de son arrêté de nomination. Le ministre Bruno Koné exhorte les cadres à aider le nouveau chef dans sa mission. Le chef, quand il est établi, il représente le président de la République. Et quand il est installé, comme c'est le cas aujourd'hui, il est installé jusqu'à la fin de sa vie. Je sais par expérience que partout où il y a eu des problèmes de chefferie, malheureusement, cela a été un acte de cadre. Je compte sur vous pour faire en sorte qu'ici, il n'y ait pas ces problèmes-là. La cérémonie s'est achevée par des dons au nouveau chef. Réunion sur la crise en République démocratique du Congo. Les 2 figures de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, et 3 représentants de la société civile et de mouvements citoyens ont signé lundi à New York un communiqué. Ils demandent une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer des élections en RDC. Sidonie Davila. Une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer les élections en République démocratique du Congo. C'est ce que demandent Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, 2 figures de l'opposition congolaise. Dans un communiqué co-signé lundi, les 2 opposants pointent la responsabilité de Joseph Kabila dans le non-respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoit des élections d'ici décembre 2017. Pour prévenir le vide juridique et le chaos dans la perspective de la non-tenue des élections le 31 décembre 2017 au plus tard, les 2 leaders du rassemblement de l'opposition écrivent. Nous exigeons une transition sans M. Kabila, devenu illégal et illégitime. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi ajoutent que cette transition sera conduite par des personnalités éminentes consensuelles chargées de préparer les élections démocratiques, libres, transparentes et paisibles. En outre, les 2 signataires rejettent d'avance tout projet de référendum constitutionnel qui modifierait la Constitution sur la question du nombre et de la durée du mandat du président de la République. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'est enfin exprimée sur l'exode des Rohingyas. Elle a condamné ce mardi toutes les violations des droits de l'homme. Elle a promis que les auteurs d'exactions seraient traduits en justice. La dirigeante birmane nie cependant que l'armée de son pays mène des opérations
contre les zones habitées par la minorité musulmane. Pourtant, le flot de réfugiés, déjà de plus de 400 000 personnes, ne tarit pas. La Birmanie est accusée par l'ONU de nettoyage ethnique et Aung San Suu Kyi de déni face au massacre des Rohingyas. Elle a été élue le 3 juin dernier. La Miss Côte d'Ivoire 2017, Mandjali Agbane, a reçu sa voiture, un des lots promis par le sponsor lors de son élection. Isaïo. Au nombre des cadeaux que la Miss Côte d'Ivoire 2017 devait recevoir après sa victoire, figurait en bonne place une voiture. C'est désormais chose faite. Elle vient de la recevoir des mains du partenaire. Je suis très heureuse, la voiture est vraiment magnifique et je promets d'en prendre soin et de donner le meilleur de moi-même pendant mon mandat. Le président du comité Miss Côte d'Ivoire, commissaire et le partenaire sont heureux du respect des engagements pris dans le cadre de leur partenariat. Je suis très satisfait parce que ATC Comme Afrique a promis une voiture à Miss Côte d'Ivoire et ce soir, effectivement, elle vient de recevoir son véhicule, vous avez vu les clés, et elle va repartir tout à l'heure avec son véhicule. Un partenariat avec la Miss Côte d'Ivoire de ce nouveau modèle, ça nous fait un plaisir que la Miss, qui est l'ambassadrice de notre pays, puisse rouler dans ce véhicule. C'est le 3 juin dernier que Mandjali Agbane a été élue Miss Côte d'Ivoire. La reine de la beauté ivoirienne va garder sa couronne pendant 1 an. Et voilà ces images de la reine de beauté ivoirienne pour conclure ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous.